d'écrire une biographie de Céline était particulièrement difficile. Je crois que la première difficulté vient de Céline lui-même, puisque son œuvre est autobiographique et qu'elle est à la fois exacte et totalement inexacte. Elle est exacte en ce sens qu'il y a toujours au départ un événement vrai, mais ensuite, pour les besoins du roman, puisque Céline écrivait des romans, pour les besoins donc de son œuvre, Céline a toujours déformé, grossi, grandi, transposé et généralement dramatisé les événements de son existence. Donc l'œuvre de Céline est un outil merveilleux, c'est une mine de renseignements, mais on doit également s'en méfier. Ce sont des renseignements qui sont au départ vrais, mais finalement inexacts. Alors c'est peut-être l'une des principales difficultés. Il faut ajouter à cela que Céline avait à peu près fait tout ce qu'il pouvait pour brouiller les pistes, même dans ses correspondances et même dans ses conversations, pour que l'on ne sache pas exactement ce qu'avait été son existence. Bien. Il faut ajouter encore que les témoins de Céline sont très rarement objectifs. En ce sens que lorsque vous rencontrez quelqu'un qui a bien connu Céline, ou il le déteste, ou il l'adore. Alors que manifestement, la vérité se situe à peu près à mi-chemin entre ce que disent les uns et les autres. Bien, alors, seconde question, pas moyen d'y échapper, c'est un peu surpris. Pourquoi le tome 3 avant tome 2? Oui, c'est la question que tout le monde me pose, parce que tout simplement, mes recherches sur la fin de la vie de Céline étaient plus avancées que sur la période allant de 1932 à 1944. La réponse est très simple, j'étais donc plus avancé, j'étais prêt à écrire cette partie, alors que ma documentation n'était pas tout à fait réunie pour la partie centrale de sa vie. Et j'ajoute à cela que, revenant d'Allemagne avec Lucette des Touches, j'avais bien en tête les événements de la fin de la guerre, et j'ai commencé par écrire cela, pensant écrire ensuite la période 32-44. Voilà, c'est à la fois les circonstances qui ont voulu cela, et puis ensuite le fait que tout de même ma documentation était plus avancée pour la troisième partie que pour la seconde. Alors, est-ce que vous pourriez nous rappeler pourquoi Céline tenait-il absolument à aller au Danemark plutôt que dans un autre pays? C'est très simple parce que d'abord le Danemark était un pays neutre, au même titre que la Suisse ou l'Espagne. Il y avait assez peu de refuges en Europe à la fin de la dernière guerre. Ensuite, parce qu'il aimait beaucoup Copenhague, où il avait été souvent. Il avait également beaucoup d'amis au Danemark, et s'ajoute évidemment une circonstance importante, il avait là-bas des ressources financières importantes, puisqu'il avait placé son or dans une banque à Copenhague, ceci juste avant la guerre. Il avait donc beaucoup de bonnes raisons d'aller au Danemark. Le Danemark était du reste, a priori, un bon choix. Alors, il y a cette fameuse question de l'or au Danemark, vous l'abordez dans votre livre. Alors, quelle conclusion est-ce qu'on peut tirer? Est-ce que Céline a-t-il, oui ou non, été floué dans l'histoire, volé, pour employer un autre mot? On n'éclaircira sans doute jamais complètement cette question. Je crois que Céline de bonne foi a pensé qu'il avait été volé, ou en tout cas que les comptes qui lui ont été présentés étaient inexacts. Et il a rendu deux personnes responsables, Karen Marie Jensen et un peu plus tard son avocat, maître Mikkelsen. Bien. Vous dites aussi dans votre livre qu'il avait aussi des possibilités d'aller en Espagne. Qu'est-ce qui se serait passé s'il s'était rendu dans ce pays plutôt qu'au Danemark? Est-ce que son sort aurait été plus enviable? Je pense qu'en Espagne, il n'aurait pas été incarcéré, et il ne risquait pas non plus l'extradition. Car les Espagnols ont accueilli
avec beaucoup de facilité les gens qui étaient recherchés par la justice française et qui n'avaient pas commis des crimes, des crimes de collaboration. Et Céline, en Espagne, aurait été reçu par des amis. Il avait pas mal d'amis espagnols qui l'avaient invité. Et je dois dire que Madame Destouches était favorable à un départ en Espagne plutôt qu'au Danemark. Elle l'a beaucoup poussé à partir en Espagne et il a refusé. Il était sans doute obnubilé par la présence de son trésor au Danemark. Mais je pense que l'Espagne aurait été un meilleur lieu de refuge. Alors qu'est-ce qu'on avait précisément à reprocher à Céline? Contrairement à ce qu'on croit généralement, ce n'est pas le fameux article 75 qui était en question, mais autre chose. Oui, on lui a finalement reproché des actes de nature à nuire à la défense nationale, ce qui est une inculpation à la fois vaste et imprécise dans laquelle on peut finalement mettre un peu n'importe quoi. En réalité, Céline a rencontré des Allemands pendant la guerre. Il est allé à l'Institut allemand qui était dirigé par son ami Karl Epting, mais ça ne constituait pas un motif pour le renvoyer ni devant une cour de justice, ni devant une juridiction quelconque, car il aurait fallu renvoyer beaucoup de gens devant les cours de justice, car de nombreux écrivains, de très nombreux artistes ont fréquenté l'Institut allemand sans faire l'objet de poursuites après la guerre. On lui a reproché également d'être parti en Allemagne, mais le principal reproche était finalement d'avoir publié à nouveau pendant la guerre L'école des cadavres et Bagatelle pour un massacre. Je pense, pour ma part, que c'est ça le grief principal que l'on a retenu contre lui. Il avait également écrit, non pas des articles, mais des lettres aux journaux qui ont été publiées et qu'il a laissé publier. Ceci était un grief assez secondaire. On lui a également reproché les Beaux Draps, publiés, comme vous le savez, en 1941. Voilà l'essentiel des accusations portées contre lui. On l'avait soupçonné d'être allé en Allemagne en 1942, mais on n'en avait pas la preuve, alors qu'en réalité, nous savons maintenant qu'il est allé effectivement en Allemagne avec Jean-Paul en mars 1942. Alors dans votre livre, vous révélez que l'arrestation au Danemark était un peu illégale, enfin arbitraire. Oui, elle a été, à mon avis, arbitraire, tout à fait arbitraire pour Madame Destouches, puisque elle n'était même pas visée par la demande d'extradition. Mais effectivement, on a utilisé des textes qui ne s'appliquaient pas à Céline, lequel séjournait au Danemark de la façon la plus régulière. Il faut dire évidemment que c'était une époque très troublée et que au Danemark, comme en France et comme dans toute l'Europe, il y avait à ce moment-là une véritable chasse aux anciens collaborateurs. L'ambassade de France, par ailleurs, a poussé, a invité, a demandé à titre presque amical aux autorités danoises d'incarcérer Céline, ce qui fut fait. Mais les Danois ont tout de même résisté à la demande d'extradition, puisque finalement, après des mois d'hésitation et de discussion, ils ont refusé de livrer Céline à la France. Alors vous nous révélez aussi que le procès de Céline, enfin, ce fameux procès, il y a eu des interférences politiques. Enfin, il s'est passé des choses un peu troubles, puisque on a confié à quelqu'un d'autre le dossier est un peu passé de main en main. On trouvait que l'un était peut-être un peu trop généreux. Interférence politique, c'est beaucoup dire. Le ministre de la Justice a, sous ses ordres, et donne des instructions aux membres des parquets et des parquets généraux. Ça n'est pas quelque chose d'illégal, c'est tout à fait normal, c'est la loi. Et les membres du parquet ne sont donc pas libres de requérir, ils reçoivent des instructions, à la différence des juges du siège qui sont totalement indépendants. Dans le cas de Céline, il est certain qu'un premier magistrat avait envisagé son renvoi devant les chambres civiques, et je pense qu'on avait peut-être même envisagé un non-lieu. Puis, comme dans toutes les affaires importantes et ayant des
incidences politiques, enfin toutes les affaires de collaboration en tout cas, les réquisitoires étaient revus par le procureur général et peut-être même par quelqu'un du ministère. Et on a estimé à ce moment-là que ce magistrat avait été trop loin dans l'indulgence. Et c'est la raison pour laquelle on a retiré le dossier à M. Seltens-Berger pour le remettre à un autre avocat général, M. Charras, avec des instructions de renvoyer Céline non pas devant la chambre civique, mais devant la Cour de justice. Est-ce que vous estimez, puisque vous êtes avocat de profession, que ce M. Seltens-Berger fut réellement trop indulgent? Oh, ça, vous savez, je n'ai pas l'habitude de juger ni Céline, ni ceux qui sont intervenus dans sa vie. Moi, je ne suis dans cette affaire ni l'avocat de Céline, ni son juge. Alors je me garde bien d'exprimer une opinion personnelle. J'essaye seulement de raconter les choses telles qu'elles se sont passées, et mon rôle se limite à cela. Bien, alors précisément, est-ce que le fait d'être avocat de profession vous a aidé à, je suppose que oui, à rédiger cette biographie, et plus spécialement le tome 3? Oui, ça m'a beaucoup aidé pour de multiples raisons. D'abord parce que, puisque je ne suis ni l'avocat ni le juge, j'examine le dossier Céline un peu comme ferait un juge d'instruction ou un enquêteur. Et la très grande habitude que j'ai des dossiers me permet justement d'examiner les pièces qui me sont soumises, de voir les témoignages et d'essayer de trouver mon chemin, un peu comme fait un juge d'instruction ou un policier chargé d'une enquête. Ça, dans ma profession, c'est un travail qui est absolument quotidien. Par ailleurs, le fait que je sois avocat m'a permis d'aborder, de connaître beaucoup de magistrats, beaucoup d'avocats qui m'ont ouvert leurs archives facilement et qui m'ont donné accès à tous les documents qu'ils avaient pu conserver. Par ailleurs, le fait que je sois avocat, je pense, rassure et donne confiance à beaucoup de gens qui détiennent des lettres et qui me les confient plus volontiers qu'à une personne qui ne me connaîtrait pas. Bien, ça tourne toujours parce que... si vous voulez bien vérifier, je t'ai pas pris un petit œil quand ça tourne. Je crois que c'est 30 minutes la fin, sinon il n'y a pas de problème. Alors je vais vous poser une question un peu peut-être franche, mais bon, vous êtes aussi, et c'est d'ailleurs indiqué sur le dos de la couverture, vous êtes l'avocat de la veuve de Céline. Alors est-ce que vous vous êtes jamais trouvé en position un peu délicate, c'est-à-dire, bon, vous êtes avocat de la veuve de Céline et en même temps vous êtes biographe, donc vous devez faire une œuvre objective. Est-ce que ça ne vous a jamais posé de problème? Comment est-ce que vous avez ressenti cette situation? Ces activités sont tout à fait compartimentées. En ce sens que je suis d'abord l'ami de Madame Céline, je suis son avocat et je suis le biographe de son mari. Il n'y a pas d'interférence entre ces différents compartiments. Et il était bien entendu, lorsque j'ai commencé à écrire, d'abord à entreprendre des recherches, puis à écrire la biographie de Céline, que Madame Destouches n'interviendrait absolument pas et me laissait entièrement libre d'écrire la vie de son mari comme je la voyais. À ce point que Madame Destouches n'a pas vu ni le manuscrit, ni même les épreuves. Elle a pris connaissance de mon livre, du premier tome comme du troisième, au moment où le livre s'est trouvé en librairie. C'est vous dire que je suis entièrement libre et que je ne subis de ce fait aucune contrainte de la part de Madame Destouches, qui me fait confiance et me laisse écrire la vie de son mari exactement comme je l'entends. Bien. Alors, justement, on vient de parler de Madame Destouches. On sait que c'est elle qui s'oppose à la réédition des pamphlets. Est-ce que vous n'estimez pas que ces pamphlets devraient être réédités, parce que ce ne sont pas seulement des œuvres de circonstances, mais ce sont aussi des œuvres littéraires, notamment Bagatelle pour un massacre, c'est beaucoup plus qu'un pamphlet politique. Est-ce que vous n'estimez pas qu'il serait heureux qu'on puisse prendre, et que tout le monde puisse prendre connaissance de ces œuvres qui sont tout aussi importantes que les romans? Écoutez, la décision appartient à Madame Destouches et sa décision est formelle. Elle n'en changera pas. Une édition
n'est pas une édition pirate, mais qui est une édition qui a été réalisée à Milan sans son accord et sans contrat. De mea culpa. De Bagatelle pour un massacre. La position de Madame Destouches est donc absolument formelle et elle n'a absolument pas l'intention d'en changer. Alors il est certain que ce sont des œuvres qui sont intéressantes pour les chercheurs, pour les gens qui s'intéressent à Céline, et que ce sont des œuvres qui, sur le plan littéraire, peuvent effectivement, et présentent effectivement un intérêt certain. Mais d'un autre côté, ce sont tout de même des œuvres de circonstance qui doivent être replacées dans leur temps, c'est-à-dire avant la guerre, à une époque où beaucoup de gens, parmi lesquels Céline, sentaient monter un nouveau conflit mondial, et où un vent d'antisémitisme a soufflé absolument sur toute l'Europe. Ensuite, les événements de la guerre, les camps de concentration, l'élimination physique de millions de juifs ont évidemment donné à ces pamphlets un aspect dramatique qu'ils n'avaient pas avant la guerre. Le risque, c'est donc que le lecteur moyen, le lecteur normal, ordinaire, ne comprenne absolument pas ce qu'a voulu écrire Céline, déforme complètement l'esprit dans lequel il a écrit ces pamphlets, et que ces pamphlets est en réalité un succès de scandale et relance une mauvaise querelle à une époque où malheureusement l'antisémitisme regagne du terrain, notamment dans notre pays. Je crois donc que sur le plan politique, une nouvelle publication des pamphlets ne servirait qu'à alimenter ce regain d'antisémitisme et serait mal interprété et donc tout à fait inopportun. En revanche, les chercheurs qui veulent travailler sur les pamphlets de Céline peuvent toujours soit s'offrir les pamphlets qui sont effectivement assez chers, mais que l'on trouve dans certaines librairies spécialisées, et par ailleurs, ils peuvent les consulter dans les bibliothèques. Bien, alors votre premier tome est paru en 77. Est-ce que, après l'apparition de ce tome, des inconnus spontanément sont entrés en contact avec vous et vous ont donné des éléments intéressants pour poursuivre l'étude de la vie de Céline? Oui, il est certain que la publication de la première partie d'abord a incité beaucoup de gens à me donner des choses qu'ils ne m'avaient pas données jusqu'alors. Car après tout, on juge les gens à leur œuvre et les gens attendaient de voir ce que serait le premier tome pour me confier des documents pour les tomes suivants. Par ailleurs, j'ai eu plusieurs témoins, mais le témoin principal, c'est Germinal Chamoin, et qui m'a téléphoné à la suite d'un article qui avait été publié dans Paris Match, en me faisant savoir qu'il avait des révélations importantes à me faire. Je lui ai rendu visite et effectivement, j'ai recueilli son témoignage et il m'a remis des documents qui étaient importants pour toute la phase de Sigmaringen et pour le voyage de Sigmaringen à Flensburg. Bien. Alors en général, on discerne deux Céline, le Céline d'avant la guerre et le Céline d'après la guerre. C'est-à-dire que des témoins qui l'ont connu avant et après ont estimé qu'après la guerre, il y avait quelque chose de cassé en lui. Il y a notamment ce témoignage de Marcel Aimé. Et d'après vous, ce changement brutal, bon, il est peut-être dû aux souffrances physiques, il est sûrement dû aux souffrances physiques qu'il a endurées, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui a joué un grand rôle, c'est le fait qu'il a dû finalement attendre plus de 10 ans avant de voir un de ses livres connaître un certain succès, enfin, parce que entre son retour du Danemark et d'un château l'autre, le roman en question, il s'est passé tout de même 13 ans. Est-ce que ça n'a pas eu un rôle ici? Ça n'a pas un peu abattu moralement, finalement, cette conspiration du silence et le fait que ces livres n'aient pas eu un grand succès? Moi, je pense qu'il y a une continuité dans toute la vie de Céline, c'est-à-dire finalement une lente dégradation de sa santé et sur le plan moral, avec les incidences normales sur le plan moral. Sa personnalité s'est modifiée doucement au fil des années, avec évidemment des phénomènes d'accélération. Il est certain que sa blessure en 1914 a
orienté sa personnalité, a été un des grands accidents de sa vie. Et ensuite, les événements de la guerre, mais plus encore son incarcération au Danemark, ont eu une influence sur sa personnalité de telle façon qu'il est devenu de plus en plus misanthrope, de plus en plus persécuté et de plus en plus désabusé sur le genre humain. Tout ceci ne s'est pas arrangé avec l'âge et les différentes difficultés qu'il a rencontrées, d'abord tout de même la guerre elle-même, lui qui avait voulu l'éviter, lui qui était contre la guerre, qui était pacifiste, la guerre, l'occupation de la France, son incarcération ensuite, les années d'exil qui ont été pour lui très dures, les difficultés financières qu'il a rencontrées, la très difficile réadaptation en France, des années passées à Meudon, qui ne sont peut-être pas des années d'incarcération, mais qui sont en tout cas des années d'une autre forme d'exil, car on peut dire qu'il a vécu en reclus à Meudon, c'était une autre forme d'exil. Et les échecs qu'il a rencontrés sur le plan littéraire, notamment avec Ferry pour une autre fois, il est certain que tout ceci conjugué a fait de Céline un parfait misanthrope et un juge impitoyable des hommes et de notre temps. Ça tourne toujours, c'est Ventise. Oui, il ne faudra pas que ce chef-d'œuvre... Ah mais ça tourne, je ne vois pas très bien, mais ça tourne. Oui. Ça tourne, ça tourne. Bien. Alors, vous parlez aussi, vous évoquez l'amitié de Céline avec Albert Parras, qui fut un ancien collaborateur de Rock Magazine. Et vous signalez, je crois que c'est juste, que finalement, les tempéraments de Céline et de Parras ne coïncidaient pas tout à fait. Il y avait antinomie. Oui, il y avait antinomie. Parras était un personnage bouillant, exubérant, exalté, c'est-à-dire finalement tout à fait le contraire de Céline, qui cachait ses sentiments, qui était un homme très réservé et très replié sur lui-même. Finalement, un homme qui tranchait avec ses écrits. Autant les écrits de Céline sont percutants et on le voit donnant dans toutes les directions, autant l'homme était très réservé, il avait une grande contention de sentiments, à la différence de Parras. Alors quand Parras, tout bouillonnant, tout agité, arrivait à Meudon, il est certain que c'était une petite révolution dans cette maison très calme. Et les deux hommes n'étaient pas faits vraiment pour s'entendre. Je crois en réalité que Céline avait pris beaucoup d'affection pour Parras, d'abord parce que tout de même Parras l'a défendu, il a été de ceux qui l'ont le mieux défendu pendant les années danoises. Et ensuite, je pense aussi que Céline a eu beaucoup d'affection pour Parras parce qu'il était malade. Ça, c'est le réflexe du médecin et c'est un réflexe général chez Céline. Vous savez qu'il a dédicacé certains des derniers livres aux animaux, aux malades, aux vieillards et aux prisonniers. Eh bien, il y avait certainement dans les sentiments que portait Céline à Parras un peu de pitié, un peu de cette pitié qu'il a ensuite éprouvée pour les malades, pour les animaux et pour les vieillards. Alors il y a quelque chose qui m'a assez intéressé aussi dans votre livre, c'est les parallèles que vous faites avec Léon Bloy. J'ai trouvé ça vraiment saisissant parce que ça préfigure en quelque sorte le sort qu'allait connaître Céline au Danemark. C'est par hasard que vous avez lu le journal de Léon Bloy ou c'est aussi parce que Céline l'avait lu au Danemark, enfin, comment est-ce que vous avez... Non, c'est par hasard. Moi, il y a plusieurs années que j'ai lu le journal de Léon Bloy. Et évidemment, j'ai tout de suite été frappé par d'abord ce même ton, n'est-ce pas, cette même hargne, ce style extraordinaire pour un homme qui écrivait tout de même à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Ce ton qui rappelle tellement Céline. Alors, j'ai été frappé de cela. Ensuite, j'ai lu une excellente biographie de Bloy. Et
ça m'a beaucoup intéressé de voir qu'il y avait entre ces hommes tant de points communs et en tout cas que leur vie pouvait être rapprochée. Et j'ai pensé qu'il était intéressant de faire ce rapprochement dans la biographie, notamment pour le séjour au Danemark. Alors, dans une précédente interview, vous avez dit quelque chose qui m'a assez frappé, c'est que finalement vous vous êtes un peu identifié à Céline. Est-ce que vous pourriez expliquer ça? Oui, c'est-à-dire que quand on écrit une biographie, quand on fait un travail comme ça qui s'échelonne sur plusieurs années, car finalement mes travaux se seront échelonnés sur 10 ans, on cherche à comprendre la personne dont on raconte la vie, et il est assez normal que l'on soit frappé plus particulièrement par les aspects de sa personnalité que l'on retrouve un peu en soi. Ce qui fait que le biographe est quelquefois un peu tenté de faire un portrait qui est en fait un autoportrait, enfin sur certains points. Il faut se garder de cela du reste, car évidemment, à la limite, on déformerait complètement la personne dont on écrit la biographie. Enfin, si j'ai des points communs avec Céline, il est certain que je m'y attache plus particulièrement et que j'ai peut-être un peu tendance à les mettre en avant. Alors Céline, aujourd'hui, on le voit partout, enfin je veux dire, il est bien placé en librairie, il se vend bien. À quoi est due, à votre avis, la reconnaissance de Céline aujourd'hui? Quelles sont les raisons majeures qui font que Céline est un écrivain reconnu dans le monde entier, finalement? Oui, parce que c'était un écrivain qui n'était pas comme les autres, et c'est un écrivain qui a apporté à la littérature française du XXe siècle ce qu'aucun autre écrivain probablement n'a apporté. La comparaison est classique, le seul qui ait apporté autant à notre littérature est sans doute Marcel Proust, car Marcel Proust aussi a inventé un style, a créé une œuvre totalement originale, comme Céline, et Céline a influencé tous les écrivains actuels, tous les écrivains de sa génération et tous les écrivains actuels, et beaucoup d'écrivains dans le monde ont reconnu qu'ils avaient subi l'influence de Céline, à la fois pour son style, pour la vigueur de ses propos, pour la façon très directe d'exposer ce qu'il raconte. Les lecteurs d'aujourd'hui, le monde littéraire de la fin du XXe siècle reconnaît l'influence de Céline, et c'est la raison pour laquelle il a actuellement tant de succès, non seulement dans les librairies, mais auprès des chercheurs, dans les universités du monde entier. Alors, un des indices de la popularité de Céline, c'est certainement la vente en collection de poche. Bon, alors aujourd'hui, toute l'œuvre romanesque de Céline est disponible en collection de poche. Bon, vous êtes l'avocat de Madame Letouche, donc là, vous êtes un peu plus à même peut-être de nous renseigner. Comment Céline se vend-il en librairie, et spécialement en poche? À quoi peut-on comparer la vente de Céline en poche par rapport à d'autres écrivains? Bon, je n'ai pas les chiffres, mais actuellement, on trouve Céline en livre de poche. On le trouve dans la collection normale, c'est-à-dire la collection blanche chez Gallimard, et on le trouve également dans la collection de la Pléiade. Je peux dire que Céline se vend uniquement en poche et en Pléiade. Pratiquement les ventes de la collection ordinaire sont très très réduites, même pour les meilleurs titres, même pour Voyage au bout de la nuit. Donc on vend en poche, on vend beaucoup en poche, et on vend en Pléiade, ce qui est, je pense, le phénomène de tous les écrivains qui sont publiés en livre de poche et dans la collection de la Pléiade. Est-ce progrès? Est-ce que Céline nous réserve encore des surprises? Est-ce qu'il y a des inédits de Céline qui vont paraître encore? Non, je crois vraiment qu'il n'y a plus d'inédits de Céline, sauf peut-être une nouvelle qu'il avait adressée à Henri de Régnier. Ah, on n'a pas trouvé. Ah, je ne savais pas qu'il avait... je pose la question. Non, je dis peut-être une nouvelle qu'il avait adressée à Henri de Régnier, mais qui se trouverait, nul ne sait si on la retrouvera, et elle se trouve dans des archives qui sont actuellement inaccessibles. Mais hormis ce texte, je ne pense pas qu'il y ait d'autres textes inédits de Céline. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en ait pas, mais du moins je n'en ai pas connaissance. Il y a en revanche évidemment des correspondances, des lettres inédites, il y en a encore, bien entendu.
Alors le tome 2 est annoncé pour 1982. Est-ce qu'il apportera des révélations? Est-ce qu'il y aura des choses inédites, nouvelles, qu'on connaîtra pour votre Céline? Ou vous pensez que finalement on connaît déjà en gros la vie de Céline durant cette période? Non, je pense être en mesure d'apporter, comme pour les tomes précédents, non seulement un éclairage nouveau, mais aussi des renseignements nouveaux. Et je publierai des lettres, des correspondances inédites, de même que des photographies aussi inédites de Céline. J'ai actuellement une documentation qui me permet de penser que ce tome, comme les précédents, apportera vraiment quelque chose de nouveau à tous ceux qui s'intéressent à Céline. Alors vous vous êtes penché pendant des années sur Céline. Bon, vous vous efforcez d'être objectif, de ne pas porter de jugement, mais finalement vous en portez un malgré tout. Et au bout du compte, quel sentiment vous inspire Céline, je veux dire l'homme Céline? Écoutez, je suis à la recherche de Céline depuis plus de 10 ans, et le sentiment qui prime, qui l'emporte sur tous les autres, c'est le fait qu'en réalité Céline est un homme insaisissable. C'est un anarchiste qui aimait beaucoup l'ordre, c'est un misanthrope qui aimait les hommes, c'est un avare qui était généreux, c'est un homme multiple, un homme à facettes, et c'est la raison pour laquelle je me garderai bien, en ce qui me concerne, de porter un jugement sur lui. Et ce qui est curieux dans votre livre, c'est que souvent, lorsque vous le citez, vous dites Louis, qui est son prénom. Et ça crée une espèce de familiarité entre le biographe et le personnage. Oui, bien sûr, c'est l'impression qu'on en a. Enfin. Oui, c'est aussi parce que on ne peut pas mettre toujours Céline, et qu'on est obligé de changer, de mettre d'autres mots. Alors on met Louis parce que j'emploie le mot Louis chaque fois que je relate une scène intime ou des épisodes de sa vie privée. Mais généralement, lorsque je parle de Céline homme public, de Céline écrivain, j'emploie Céline et je n'emploie pas le prénom. Alors, bon, votre biographie est incontestablement une réussite. Même les Céliniens les plus sourcilleux ont reconnu les qualités de votre travail. Est-ce que vous vous attendiez à une telle unanimité? Non, je ne m'attendais pas à une telle unanimité. Mais je suis très satisfait de voir qu'effectivement, même les Céliniens, même les amis de Céline, même ses proches, ne critiquent pas le travail que j'ai fait. Je ne m'attendais pas à cela, surtout que je ne suis pas écrivain de profession. Et lorsque vous exercez une autre profession et que vous commencez à écrire, surtout au sujet d'un homme aussi connu, j'allais dire aussi tabou, qu'est Céline, tout le monde a un peu tendance à vous regarder de travers et à vous dire de quoi vous mêlez-vous. Alors on a évoqué tout à l'heure donc le personnage Lucette Détouche. Quel est en réalité le personnage? Est-ce qu'elle correspond au personnage qu'a décrit Céline dans la trilogie, c'est-à-dire quelqu'un à la fois de courageux, enfin qui fait preuve de courage et en même temps d'une certaine inconscience face au danger? Est-ce que Céline a rendu un portrait fidèle? Madame Détouche est une femme exceptionnelle. Et Céline a fait d'elle, dans son œuvre, un portrait charmant, mais aussi le portrait d'une femme, effectivement, courageuse, énergique, et qui l'a défendue, qui a été à ses côtés pendant toutes les années, pendant ses pires épreuves, et qui l'a toujours défendue toute seule, avec effectivement beaucoup d'opiniâtreté, beaucoup de courage, et dans des conditions vraiment méritoires. Ce portrait est parfaitement exact. Madame Détouche est la féminité même, mais sous son aspect de danseuse, sous son aspect très fragile. C'est une femme qui est en acier et qui a toujours fait montre au cours de sa vie, et encore maintenant, d'un courage qui fait l'admiration de tous ses amis. Et est-ce qu'elle s'intéresse
bon, je ne parle pas de votre biographie, ça c'est quelque chose d'autre, mais elle s'intéresse en général à ce qui se publie sur Céline. Est-ce qu'elle suit ça de près ou... Madame Destouches suit les publications, toutes les publications qui sont relatives à son mari, à l'œuvre de son mari, et elle défend l'œuvre de son mari chaque fois que l'occasion se présente. Mais il faut dire que pour elle, tous ces ouvrages sont assez pénibles à lire, même je pense la biographie. C'est l'évocation de souvenirs, de jours heureux et de jours malheureux. Et je crois que finalement elle souffre beaucoup chaque fois qu'elle doit se replonger sur son passé. Une petite question personnelle, je ne crois pas que ça figurera dans l'interview, mais qu'est-ce qu'elle a pensé du livre de Paul Brandon sur le Vigan que je lui ai envoyé? Est-ce qu'elle vous en a parlé, non? Ah bon. Vous ne savez pas du tout si... Non, je ne sais pas. Parce que Paul Brandon me demandait récemment des questions à ce sujet. Alors, bon, votre livre, il a détruit pas mal de légendes. Finalement, à votre avis, qu'est-ce qu'il apporte de fondamental? Quelle est la légende la plus persistante qui a contribué à détruire en transmission de ces livres? Est-ce que vous voyez... Mon livre a détruit beaucoup de petites légendes. Il a raconté ce qu'avait été la vie de Céline. Les lecteurs savent maintenant qu'elle est tout de même un peu différente de ce qu'il a raconté dans ses livres, mais je ne pense pas avoir cassé la légende de Céline. J'ai seulement dit ce qu'avait été sa vie, ce qui présente du reste un intérêt parce qu'on peut comparer désormais la vie et l'œuvre. Je crois du reste que les biographies sont surtout intéressantes lorsqu'elles s'appliquent à des écrivains qui ont qui ont produit des œuvres autobiographiques. Je ne pense pas avoir cassé une légende. Bien, ben, je crois que je suis arrivé au bout de mon questionnaire. Est-ce que vous voyez autre chose dont... Je crois qu'on a un peu fait le tour de... Vous allez couper, tailler, hein, parce qu'il oui, y a des phrases qui sont mal dites, mal écrites. Oui, enfin, vous ne faites pas de... Non, je vais... Et alors, bon, le problème, c'est que je ne serai sans doute pas le seul à tailler. Bon, je vais proposer un texte conclu, et alors le cerf va certainement, il va dire, bon, ça n'intéresse pas. Oui, vous coupez, hein, comme on fait d'habitude. Oui, ça bien sûr. Mais j'ai préféré enregistrer parce que c'est plus fidèle. Hein, oui, on fait des phrases qui sont maladroites, des trucs mal foutus. Non, sinon, je ne vois pas très bien ce que... Si vous voulez, ce qui était important ici, c'est d'avoir une matière. Hein, et alors, à ce moment-là, oui, après ça, on coupe. Après ça, on coupe, on élague, etc. Mais je ne vois pas très bien ce que je pourrais poser d'autre. Je suis en train de réfléchir à une question, si vous voyez quelque chose que vous souhaiteriez préciser, mais... Il y a une chose qui m'a fort intéressé aussi, c'est le point de vue iconographique, parce que là, c'est grâce à Chamois, je crois, c'est ces deux cartes d'identité. Non, c'est pas grâce à Chamois. Non. Ça, c'est total. Ah bon. Parce que ça, c'est tout de même un document assez extraordinaire. Oui, c'est amusant. C'est amusant. Bien, écoutez, je crois qu'on peut en rester là. Alors, on coupe. On coupe.